Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais continuer ma présentation du corrigé de l'examen national du bac, filière internationale, option français, session normale 2016, section deuxième bac SVT, matière sciences de la vie et de la terre. L'exercice que nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'exercice 3 qui se situe dans la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Cet exercice porte sur la génétique mendélienne. On va tout d'abord, comme d'habitude, faire donc une lecture globale des données de l'exercice, une lecture et une discussion globale dans un premier temps, et puis on va rentrer par la suite dans les détails des questions, ou bien dans les détails des réponses aux questions. Eh bien, voici donc les données de l'exercice. Donc vous avez les données et vous avez donc les questions en relation avec ces données. Bien. Donc on va lire dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires chez le moustique, la couleur du corps et celle des yeux, on réalise les croisements suivants. Croisement numéro 1 entre des moustiques de souche sauvage avec corps gris et aux yeux pourpres et des moustiques de souche mutante avec corps noir et aux yeux clairs. La génération F1 issue de ce croisement est composée de moustiques à phénotype sauvage. Croisement numéro 2 entre les femelles de la génération F1 et des mâles à corps noir et aux yeux clairs. La génération F2, issue de ce croisement, est composée de. Voilà donc les résultats du croisement du numéro 2, c'est-à-dire la génération F'2. Vous avez dans la génération F'2 159 moustiques à corps gris et aux yeux pourpres, 162 moustiques à corps noir et aux yeux clairs, 65 moustiques à corps gris et aux yeux clairs, 64 moustiques à corps noir et aux yeux pourpres. Bien. Revenons au croisement numéro 1. Croisement numéro 1, vous avez entre des moustiques de souche sauvage avec corps gris et aux yeux pourpres et des moustiques de souche mutante avec corps noir et aux yeux clairs. La génération F1, issue de ce croisement, est composée de moustiques à phénotype sauvage. La première constatation que l'on peut faire, c'est qu'il s'agit d'un dihybridisme puisqu'on est en train d'étudier deux caractères héréditaires. D'une part, la couleur du corps, d'autre part, la couleur des yeux. Donc, c'est un dihybridisme. Et puis, on va voir dans la génération F1, nous avons des moustiques à phénotype sauvage, c'est-à-dire il y a un seul phénotype au niveau de la génération F1, c'est-à-dire tous les individus de la génération F1 ont le même phénotype. Cela veut dire que F1 est homogène. Et si on applique la première loi de Mendel, on va en déduire que les deux lignées parentales sont toutes les deux des lignées pures. Et à partir du phénotype F1, on va déduire quels sont les allèles dominants et les allèles les allèles dominants et les allèles récessifs, respectivement pour les deux caractères héréditaires étudiés. Eh bien, vous avez ici, on a croisé une lignée sauvage qui a un corps gris et des yeux pourpres, avec une lignée mutante qui a un corps noir et des yeux clairs. La génération F1, elle est sauvage, c'est-à-dire elle a un corps gris et des yeux pourpres. Donc ici, on vous a dit que dans la génération F1,
tous les individus, ils ont un phénotype sauvage. Et lorsqu'on revient donc à la lecture, donc à une lecture, donc à une lecture, comment dirais-je, attentive des données de l'exercice, on va, on va s'apercevoir que sauvage, ça veut dire corps gris et les yeux pourpres. Eh bien, le phénotype de F1, c'est ce qui exprime les allèles dominants par rapport aux deux caractères héréditaires étudiés. Eh bien, tout simplement, on va déduire que l'allèle responsable du corps gris est dominant et l'allèle responsable du corps noir est récessif, ça d'une part. Et d'autre part, à propos des couleurs des yeux, l'allèle responsable de la couleur pourpre des yeux est dominant et l'allèle responsable des yeux clairs est récessif. Eh bien, ici, il faut faire donc euh, deux remarques importantes. D'une part, euh, on peut constater ici que les deux lignées parentales, c'est-à-dire la lignée sauvage, elle porte le phénotype dominant pour les deux caractères, et la lignée mutante, elle porte le phénotype récessif pour les deux caractères. C'est-à-dire qu'il y a une lignée qui possède les deux allèles dominants pour les deux caractères, il y a une autre lignée qui possède les allèles récessifs pour les deux caractères. Eh bien, c'est une situation qu'on retrouve donc dans la majorité des exercices, si vous voulez, mais cela n'empêche que, dans certains cas, on peut avoir une lignée qui est pure, donc la pureté, on va la déduire à partir de l'homogénéité de F1, donc selon la première loi de Mendel, une lignée pure, mais il porte le caractère, pardon, il porte l'allèle, le phénotype correspondant à l'allèle dominant pour un caractère et un allèle récessif pour l'autre, et vice-versa pour la deuxième lignée. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire même si on peut avoir des lignées pures, mais on peut avoir donc dominant-dominant croisé avec récessif-récessif, mais rien n'empêche que l'on puisse trouver des exemples où l'on a des lignées pures ou qui obéissent donc à la situation dominant-récessif croisé avec récessif-dominant. Donc dans ce cas, nous avons dominant-dominant croisé avec récessif-récessif parce que le corps gris et les yeux pourpres, donc c'est l'expression de deux allèles dominants pour les deux caractères, et le corps noir et les yeux clairs, c'est l'expression de deux allèles récessifs pour les deux caractères héréditaires. Bien, ça, en ce qui concerne donc l'histoire de la dominance et de la récessivité. Donc, a priori, donc, qu'est-ce qu'on peut déduire du croisement numéro un? Eh bien, on va appliquer la première loi de Mendel pour dire que les deux lignées parentales, elles sont pures. Autre remarque aussi intéressante, lorsqu'on dit une lignée pure, dans ce cas-là, donc les deux lignées, ils sont pures pour les deux caractères héréditaires. Dans certains cas, on peut trouver que la première loi de Mendel s'applique pour un caractère et ne s'applique pas pour le deuxième caractère. Eh bien, tout simplement, on va dire que la lignée, elle est pure pour un caractère, c'est-à-dire, on va trouver que ce sont des individus homozygotes. Donc, une lignée peut être pure pour un caractère héréditaire et ne pas être pure pour l'autre caractère héréditaire. Donc, il faut toujours penser à toutes les situations possibles. Dans ce cas-là, c'est un exercice donc très simple, c'est vraiment très classique, c'est-à-dire que nous avons dominant croisé avec récessif et les deux lignées parentales sont toutes les deux pures pour les deux caractères héréditaires. Voilà, donc on peut donc déduire trois déductions, dihybridisme, pureté des gamètes et le cas de la dominance. Le croisement numéro 2. Le croisement numéro 2 entre les femelles de la génération F1 et les mâles qui ont un corps noir et aux yeux clairs. Donc les mâles qui ont un corps noir et des yeux clairs, donc c'est ce qu'on appelle des doubles récessifs. Donc que signifie ce terme de double récessif? C'est-à-dire que ce sont des individus qui portent le phénotype récessif pour les deux caractères héréditaires.
Eh bien, puisqu'on a fait un croisement entre des individus F1, en l'occurrence des femelles, avec des mâles double récessifs, eh bien, il s'agit d'un backcross. Eh bien, ce backcross, il nous permet de savoir est-ce que les deux caractères étudiés, ou bien les deux gènes étudiés, est-ce qu'ils sont euh, indépendants, ou bien est-ce qu'ils sont liés? S'ils sont liés, s'agit-il d'un linkage absolu ou bien d'un linkage relatif? Eh bien, on va voir ce qu'il en est à propos donc des résultats de ce deuxième croisement qui nous donne la génération F'2. Bien, vous avez ici euh, le tableau qui correspond à F'2. Vous avez 159 moustiques à corps gris et aux yeux pourpres. Alors, corps gris et aux yeux pourpres, ça correspond à une des deux lignées sauvages, celle qui exprime les deux phénotypes dominants. Voilà, donc ici, vous avez dominant, dominant. 159 moustiques à corps gris et aux yeux pourpres, 162 moustiques à corps noir et aux yeux clairs. Donc ça, ce sont des individus qui expriment le phénotype, qui ont le phénotype récessif pour les deux caractères. Ça, ils ont le phénotype dominant pour les deux caractères, et ce sont donc les phénotypes parentaux. Et vous avez 65 moustiques à corps gris et aux yeux clairs, c'est-à-dire dominant récessif, 64 moustiques à corps noir et aux yeux pourpres. Donc, on va dire, puisqu'on a 159, 162, ce sont des nombres qui sont nettement supérieurs à 65 et 64. On va dire que les phénotypes des types parentaux ils sont représentés avec des proportions qui sont nettement supérieures au phénotype récessif. Il s'agit donc de caractères liés. Et puisqu'on a donc quatre, quatre phénotypes dans le backcross, comme résultat du backcross, on va dire que c'est un linkage relatif, c'est-à-dire une liaison qui permet la réalisation du crossing over. Bien, deux autres remarques à soulever. D'une part, à propos du crossing over. Donc, le crossing over. Le crossing over. Qu'est-ce qu'on va dire à propos du crossing over? Vous savez très bien, à partir de votre cours, vous savez que les femelles, les mâles de la drosophile ne peuvent pas, n'effectuent pas donc le crossing over. Donc le crossing over n'a pas lieu chez les mâles de la drosophile. Donc ça, c'est une exception. Donc pour tous les exercices, s'il n'y a pas cette exception-là, donc on va considérer au premier abord que tout est possible, donc toutes les hypothèses sont possibles, c'est-à-dire que on va considérer que l'espèce est capable, donc autrement dit, le crossing over peut se réaliser entre les deux sexes. S'il s'agit de la drosophile, on va faire attention, donc en tenant compte du fait que les mâles de la drosophile sont incapables d'effectuer le crossing over. Bien, donc si on tient compte de cette remarque, eh bien, qu'est-ce qu'on va donc adopter comme règle? Si on a un crossing over, cela veut dire qu'on va parler d'un linkage relatif et le pourcentage des phénotypes recombinés va exprimer la distance entre les deux gènes étudiés. S'il n'y a pas de crossing over, eh bien on va dire qu'il s'agit d'un linkage absolu en raison d'une distance très faible entre les deux caractères, entre les deux gènes des caractères étudiés. Pourquoi donc il faut faire cette remarque? Parce que s'il s'agit de la drosophile, et si vous n'avez pas de crossing over, eh bien chez la drosophile, si on n'a pas de crossing over, on ne va pas dire automatiquement qu'il s'agit d'un linkage absolu, parce qu'il y a deux raisons qui vont justifier la non-réalisation du crossing over. Soit le crossing over n'est pas réalisé parce que la distance est très faible entre les deux gènes, ou bien le crossing over ne se réalise pas parce qu'il s'agit des mâles de la drosophile. Voilà, donc ici,
puisqu'il ne s'agit pas de la drosophile. Donc, on va considérer, comme j'ai dit au premier abord, que le crossing over, il est possible dans toutes les situations. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez donc constater ici? Et vous devez donc constater que vous avez donc un backcross avec des types parentaux qui sont représentés par des pourcentages qui sont nettement supérieurs au type recombinés. Il s'agit donc de gènes liés, c'est-à-dire les locus des deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes homologues. Et il s'agit d'un linkage relatif parce que la distance entre les deux locus respectifs des deux gènes permet la réalisation du crossing over. Autre remarque, c'est que on va considérer en premier abord, a priori, donc on va considérer qu'il s'agit d'une transmission autosomique, c'est-à-dire nous avons dit que les deux caractères sont liés, c'est-à-dire les deux locus des gènes sont portés par la même paire de chromosomes homologues, et on va considérer qu'il s'agit d'une paire d'autosomes. Pourquoi on va considérer qu'il s'agit d'une paire d'autosomes? Parce que il y a, dans toutes les données de l'exercice, il n'y a aucune indication qui pourrait nous pousser à supposer qu'il s'agit d'une quelconque transmission gonosomique. Donc, si vous voulez, en absence d'indication contraire, on va considérer, comme si vous voulez, on va considérer par défaut qu'il s'agit d'une transmission autosomique, c'est-à-dire que les deux gènes sont liés, c'est-à-dire ils sont portés sur une même paire de chromosomes homologues. Voilà, donc, mis à part ces remarques, l'exercice est un exercice qui est vraiment facile. Bien, alors on va voir ce que l'on a au niveau des questions. On vous dit, que déduisez-vous des résultats du croisement numéro 1? Donc on va déduire trois choses. D'hybridisme, la pureté des lignées parentales en application à la première loi de Mendel. Troisième déduction, c'est indiquer les allèles dominants et les allèles récessifs, respectivement, en rapport avec les deux caractères héréditaires étudiés. Donc ça, c'est grosso modo ce que l'on va trouver au niveau de la réponse à la première question. Deuxième question, en exploitant les résultats du deuxième croisement, montrez en justifiant votre réponse que les deux gènes étudiés sont liés. Ensuite, expliquez par des schémas convenables le phénomène à l'origine des gamètes produits par les individus de la génération F1. Donc, vous avez ici deux parties dans cette deuxième question. Tout d'abord, il faut exploiter les résultats du deuxième croisement pour justifier qu'il s'agit de gènes liés. Eh bien, tout simplement, on va appliquer la règle. Et la règle, tout simplement, qui stipule que si vous avez dans un backcross des types parentaux qui sont très supérieurs au type recombiné, eh bien, vous avez des gènes liés et un linkage relatif parce que la distance entre les deux locus des deux gènes est tellement importante qu'elle permet la réalisation du crossing over. Voilà donc ce qu'on va déduire, grosso modo, ce qui correspond à l'explication de la première partie. On a ici le verbe d'action, exploiter les résultats et montrer qu'il s'agit de gènes liés. Deuxième partie, on va expliquer avec des schémas convenables le phénomène à l'origine des gamètes produits. Donc les gamètes produits par les individus de la génération F1 qui ont donc donné la génération F'2, eh bien, on va présenter tout simplement le crossing over parce que pour les individus de F1, au moment de la formation des gamètes, donc nous avons un nombre de cellules, les cellules mères des gamètes qui vont subir la méiose. Eh bien, ces cellules qui vont subir la méiose, donc qui va aboutir à la formation des gamètes, il y en a soi-disant une majorité dans lesquelles on n'aura pas de crossing over,
et il y a une minorité dans laquelle on aura un crossing over. Et s'il n'y avait pas de crossing over, donc on aurait, pour les individus de F1, on aurait donc uniquement les gamètes des types parentaux. Mais puisqu'on a une proportion relativement faible des gamètes des types recombinés, eh bien, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de chromatides, pour être plus précis, au moment de la méiose, il y a un pourcentage des chromatides qui seront donc affectés par le phénomène du crossing over. Eh bien, c'est le crossing over qui est responsable surtout de l'apparition des gamètes du type recombiné. Eh bien, expliqué par des schémas, donc on va présenter tout simplement le schéma du crossing over avec des petites indications qui sont nécessaires parce que donc, je vais aussi donc insister là-dessus. Lorsqu'on vous demande de réaliser un schéma, ne laissez jamais un schéma vide. Un schéma doit être bien annoté et doit donc contenir des informations donc, qui précisent bien son contenu. Voilà donc en ce qui concerne la question numéro 2. Ici, on va donc encore une fois parler de l'histoire des symboles. On vous propose grand N, petit n pour les allèles du gène responsable de la couleur du corps. Non, c'est pas grand N, petit n, pardon. C'est N plus et N pour la couleur du corps et P plus et P pour la couleur des yeux. Eh bien, l'histoire donc des symboles qu'on vous propose. Alors, on vous propose des symboles, bien sûr, il faut les utiliser. Donc, vous êtes obligé d'utiliser ces symboles. Mais avant d'utiliser un symbole donné, par exemple N+, une lettre N plus N, P plus P, il faut indiquer deux choses avant d'utiliser le symbole. Il faut indiquer que ce symbole correspond au phénotype tel, ça d'une part. D'autre part, est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif? Donc il y a deux informations que vous devez présenter à propos de chaque symbole avant de l'utiliser. Donc si vous ne présentez pas la signification du symbole, c'est-à-dire il exprime, son expression donne quel type de phénotype. Ça d'une part. Et est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif, ou bien dans certains cas, vous pouvez trouver qu'il y a un cas de codominance, etc. Donc, avant d'utiliser chaque symbole, il faut préciser le phénotype correspondant et il faut préciser le cas de la dominance-récessivité. Sinon, donc, ce symbole n'aura aucune signification. Alors, ceci dit, on va donc passer à la troisième question, et je pense aussi il y a la quatrième question. La troisième et la quatrième question. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la troisième question? Vous avez ici la troisième question. Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement. Donc, la troisième question, c'est une question très simple. C'est tout simplement, on va donner l'interprétation chromosomique du croisement numéro 2. Alors, là aussi, je dois rappeler quelles sont les étapes d'une interprétation chromosomique. Première ligne, on va présenter les phénotypes. Les phénotypes, c'est entre crochets. Deuxième ligne, on va présenter les génotypes. Généralement, il est préférable de mettre les génotypes entre parenthèses. Troisième ligne, donc on va indiquer la réduction chromatique, donc qui se fait par le biais de la méiose. Et puis la ligne suivante, on va présenter les gamètes, leur type et leurs proportions respectives. Et puis, on va représenter tous les cas de figure des croisements qui vont donner les cellules œufs et puis les individus de la génération suivante qui va donc être dérivé, qui va donc être comme un produit de ce croisement, un résultat de ce croisement. Donc, s'il s'agit de cas simples, si on n'a pas un très grand nombre de gamètes, comme un seul type ou bien deux types de gamètes, on peut se contenter de représenter les cas de figure de fécondation avec des flèches. Si on a quatre
on a plus que 2, 4, etc., par exemple, eh bien, il est préférable de présenter un échiquier de croisement. Et comme vous le savez, l'échiquier de croisement, donc, c'est un tableau à double entrée. Vous avez d'une part les gamètes mâles et les gamètes femelles. Dans chaque case, on doit représenter le type de gamète et la proportion correspondante. Et dans les cases internes, donc, on va présenter les cas de figure de fécondation ou bien les types de cellules œufs. Et dans les cases internes, on doit à chaque fois présenter trois données, la proportion, le phénotype, le génotype. S'il s'agit d'une transmission gonosomique, il faut aussi préciser le sexe de l'individu. Donc à ce moment-là, on aura quatre types d'informations. Puisqu'ici on a dit qu'il s'agit d'une transmission autosomique, donc vous serez obligé de représenter dans les cases internes de l'échiquier de croisement, dans chaque case, vous devez représenter trois informations, la proportion, le génotype, le phénotype. L'échiquier de croisement, ce n'est pas la fin de votre interprétation chromosomique. Parce que dans l'interprétation, à la fin, donc après l'échiquier de croisement, vous devez présenter les résultats, c'est-à-dire vous devez relever à partir du tableau, à partir de l'échiquier de croisement, vous devez extraire les résultats sous forme de phénotypes, c'est-à-dire les différents types de phénotypes avec leurs proportions respectives, soit en termes de pourcentage, soit en termes de fraction. Et s'il s'agit d'une transmission autosomique pour l'un ou pour les deux caractères héréditaires, eh bien, il faut à chaque fois indiquer les sexes des individus. Donc ça, ce sont les remarques que je trouve donc, je juge importantes à propos de l'interprétation chromosomique. Pour la quatrième question, eh bien, pour la quatrième question, on vous demande encore une fois deux choses. D'une part, calculer la distance entre les deux gènes, entre les deux locus des deux gènes, et puis établissez la carte factorielle. Eh bien, c'est très simple, c'est vraiment comme une question de cours. Vous savez très bien que la distance correspond au pourcentage des deux phénotypes des types parentaux. C'est ça, donc ce pourcentage, vous allez le transformer en centimorgan. Ça, donc, c'est la première partie, le calcul. Bien sûr, la règle nous dit que le pourcentage des types recombinés correspond à la distance entre les deux gènes. Mais le pourcentage des types recombinés pour le back-cross. Parce que si vous faites un autre croisement autre que le back-cross, vous n'avez pas le droit d'appliquer cette règle. Si vous faites par exemple F1 croisé avec F1, eh bien à ce moment-là, le résultat que vous allez avoir, donc vous n'avez pas le droit de dire d'aller chercher les pourcentages des types parentaux et des types recombinés pour calculer la distance, ça ne marche pas. Donc, toujours pour appliquer une règle, il faut savoir quelles sont les conditions de l'application de cette règle. Donc, type recombiné correspond à la distance entre les deux gènes, mais à condition que le croisement en question soit un croisement, un back-cross, c'est-à-dire un croisement entre les individus, entre les hybrides de la première génération F1 avec les parents doubles récessifs. Et la carte factorielle, donc, dans la carte factorielle, vous allez tout simplement tracer donc une barre qui représente le chromosome et vous tracez deux points et vous indiquez la distance entre les deux points, entre les deux locus des deux gènes. Après cette lecture sommaire, on va maintenant un petit peu rentrer dans les détails des réponses. Voilà, donc nous avons ici corps gris, des yeux pourpres croisés avec corps noir et des yeux clairs. Ça nous a donné dans le croisement numéro 1 une génération F1 avec un corps gris et des yeux pourpres. Eh bien, la première question, il nous dit, que déduisez-vous du croisement numéro 1? Voilà la réponse à la première question. Encore une fois, j'insiste sur la rédaction. Il faut faire une bonne rédaction. Regardez s'il vous plaît, vous avez le numéro de la question et vous avez les points. Donc vous avez le premier point, le deuxième point, le troisième point. Et en dessous du troisième point, vous avez le premier tiré
et le deuxième tiré, c'est-à-dire le premier et le deuxième tiré s'inscrivent dans le troisième point. Donc, regardez bien s'il vous plaît, donc il faut faire au niveau de l'examen, surtout au niveau de l'examen national, donc il faut avoir une bonne présentation, une bonne rédaction. Donc, vous avez ici première question, réponse à la première question, déduction liée au croisement numéro 1. Premier point, il s'agit d'un dihybridisme, entre parenthèses, deux caractères héréditaires. Deuxième point, l'homogénéité de F1 montre que les parents sont de deux lignées pures. C'est l'application de la première loi de Mendel. Troisième point, le phénotype de F1 reflète les deux allèles dominants. Donc, je vais indiquer les allèles dominants et les allèles récessifs et je vais en profiter donc pour l'occasion pour présenter les symboles que je vais adopter en respectant donc les consignes parce que on nous a indiqué les symboles qu'il faut utiliser. Donc, troisième point, le phénotype de F1 reflète les deux allèles dominants. Premier tiré, l'allèle couleur grise du corps est dominant, N+, et l'allèle couleur noire du corps est récessif, N. Deuxième tiré, l'allèle yeux pourpre est dominant, P+, et l'allèle yeux clair est récessif, P. Donc voilà, ce sont les indications, ce sont les déductions liées au croisement numéro 1. Donc on a répondu à la question numéro 1. Question numéro 2. En exploitant les résultats du deuxième croisement, montrez en justifiant votre réponse que les deux gènes sont liés. Donc, cette deuxième question comporte deux parties. Vous avez d'une part démontré qu'il s'agit de gènes liés et d'autre part, vous allez présenter des schémas qui expliquent l'origine des gamètes produits par les individus de la génération F1. Donc, dans la deuxième question, vous avez deux parties. Voilà donc ce que l'on doit avoir au niveau de la réponse à la deuxième question. Le croisement numéro 2 est un back-cross réalisé entre des femelles hybrides de F1 et des mâles double récessifs. Il a donné en F'2 deux phénotypes parentaux avec un pourcentage élevé, 71%, et deux phénotypes recombinés avec un pourcentage faible, 29%. Les deux gènes étudiés sont alors liés. Transmission autosomique pour les deux caractères, linkage relatif vu la présence du crossing over. Donc ça, j'ai répondu à la première partie de la deuxième question. Dans la deuxième partie, on me demande de réaliser les schémas qui expliquent les types de gamètes, c'est-à-dire les schémas du crossing over. Vous pouvez vous demander donc d'où viennent ces pourcentages qui sont présentés ici. Eh bien, tout simplement, je vais revenir au tableau pour voir que donc vous allez faire donc le calcul des pourcentages. Vous allez faire donc la somme de ces quatre nombres et puis vous faites le pourcentage des deux types parentaux réunis et les pourcentages des deux types recombinés réunis. Et pour donc 159 plus 162 par rapport à l'ensemble, ça représente 71%. Donc c'est un calcul approximatif. J'ai un petit peu arrondi les chiffres, arrondi les nombres, donc c'est pas grave. C'est à peu près 71%. Et le pourcentage, donc 65 plus 64 par rapport à l'ensemble, ça représente 29%. Voilà donc l'origine de ces pourcentages. Après, lorsque je vais présenter dans mon échiquier de croisement les quatre types de gamètes, eh bien, je vais diviser 71 par 2 et 29 par 2
Et ça va nous donner pour 71, 35,5, 35,5. Et pour 29, c'est 14,5, 14,5, comme on va le voir par la suite. Bien, donc on a répondu, j'ai dit, à la première partie de la deuxième question. Donc l'essentiel, c'est que on a montré qu'il s'agit de gènes liés. Et j'ai dit, pourquoi on a dit donc transmission autosomique? Parce qu'il n'y a aucune indication qui peut nous montrer qu'il s'agit d'une transmission gonosomique. Donc toujours par défaut, on va considérer que c'est une transmission autosomique en absence de données qui indiquent le contraire. Donc transmission autosomique pour les deux caractères, hein, parce que euh, dans certains cas, on peut avoir une conclusion en rapport avec un caractère qui est différente à la conclusion en relation avec l'autre caractère. Donc on a dit transmission autosomique pour les deux caractères, et ce sont des gènes liés, et on dit précisément un linkage relatif vu la présence du crossing over, parce que lorsqu'il n'y a pas de crossing over, donc si la distance entre les deux locus des gènes elle est très faible, on n'aura pas de crossing over. Dans ce cas-là, on dirait c'est un linkage absolu. Donc on a dit, ce sont des gènes liés, transmission autosomique pour les deux caractères et linkage relatif, vu la présence de crossing over, parce que vous allez voir au niveau de la présentation des génotypes et la réalisation de l'interprétation chromosomique, on doit tenir compte du fait qu'il s'agit d'une transmission autosomique pour les deux caractères, c'est-à-dire les deux gènes, puisqu'ils sont liés, ils sont portés par la même paire de chromosomes homologues qui sont, dans ce cas-là, des autosomes, une paire de chromosomes autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels. Et la deuxième partie, toujours, donc on n'a pas fini la réponse à notre deuxième question parce qu'il y a une autre partie qui nous demande de réaliser, d'expliquer pourquoi on a les quatre types de gamètes. Eh bien, cela s'explique par le crossing over. Eh bien, comme je viens de signaler, un schéma ne doit pas être sec, il doit donc être bien annoté et il doit être donc accompagné de toutes les indications qu'il faut. Et vous avez ici donc l'appariement. On a indiqué ici qu'on a l'appariement des chromosomes. C'est au moment de la prophase 1 de la méiose. Et on a donc un crossing over, un croisement, qui va donc aboutir à l'échange à l'échange de deux proportions entre deux chromatides homologues qui font partie de deux chromosomes homologues. Et puis vous avez ici, on vous présente les types de gamètes, donc après la fin de la méiose. Et vous avez donc le type A, c'est P plus N plus. Le type B, c'est Pn. Le type A', c'est P plus N, c'est-à-dire le recombiné. Et le type Pn+, c'est aussi le recombiné, c'est-à-dire le chromosome qui est totalement, soi-disant la chromatide, qui est totalement de couleur bleue et n'a pas subi, donc, et n'a pas été affectée par le crossing over, de même que la chromatide qui est totalement donc rose, eh bien, les deux chromatides qui se retrouvent dans les gamètes du type A', B', ce sont des chromatides recombinés qui ont donc donné des gamètes recombinés et par la suite, donc après la fécondation, ça va donner donc la génération F'2, ça va donner donc les phénotypes recombinés au niveau de la génération F'2. Voilà donc ce qu'on nous demande dans la deuxième partie. Eh bien, dans la deuxième partie, vous avez ici donc, on a indiqué qu'il s'agit ici des types de gamètes. Et voilà l'appariement de chromosomes au moment de la prophase 1, de la méiose, le crossing over. Et vous avez donc deux types de gamètes, A et B. Donc A et B, vous avez ici donc les indications. A et B sont des gamètes parentaux. A', B' sont des gamètes recombinés. Voilà, donc, et vous avez d'autres indications aussi. Les gamètes recombinés sont le résultat du crossing over qui donne les phénotypes recombinés dans la génération F'2. Donc ici, je rappelle toujours que
un schéma, un schéma ne doit pas être vide, mais il doit toujours être bien annoté, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, c'est la suite de la réponse à la question numéro 2. On va passer maintenant aux questions 3 et 4. La question 3, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, donc en vous aidant d'un échiquier de croisement. Je dois tout simplement signaler que l'échiquier de croisement, c'est évident qu'il fasse partie de l'ensemble de l'interprétation chromosomique. Seulement, quelquefois, on n'a pas besoin de faire un échiquier de croisement sous forme d'un tableau. Donc, lorsqu'on a un nombre réduit de gamètes, à ce moment-là, on se contente de représenter avec des flèches tous les cas de figure de fécondation. Donc, on vous dit, faites une interprétation chromosomique et on vous indique qu'il faut donc que cette interprétation chromosomique comporte un échiquier de croisement. Eh bien, c'est quoi l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, c'est-à-dire l'interprétation chromosomique du back-cross? Eh bien, comme vous pouvez le constater ici, interprétation chromosomique du deuxième croisement, eh bien, on va suivre les étapes classiques, les étapes habituelles de notre interprétation chromosomique. Eh bien, vous avez ici les parents. On va présenter donc, on nous a indiqué qu'il s'agit des femelles F1 et des mâles. Donc ici, on va indiquer femelle mâle, F1, phénotype entre crochets. Donc P plus, N plus, c'est-à-dire des yeux pourpres et un corps gris, un corps pourpre. Alors, on va revenir. P+, ça veut dire quoi? P+, voilà. P+, ça veut dire les yeux pourpres. N+, ça veut dire couleur grise du corps. Et P, ça veut dire les yeux clairs. Donc, pourpre, ça concerne les yeux. Et N, ça concerne la couleur noire du corps. Voilà. Donc, on a ici P plus N plus avec Pn. Et vous avez donc dans la deuxième ligne, vous avez les génotypes. Donc, vous avez les hybrides de F1 sont hétérozygotes. Et vous avez ici, puisque les parents doublement récessifs, ils sont homozygotes pour les deux caractères, ils vont donner un seul type de gamète. Donc vous avez ici 100% Pn, mais pour les femelles de F1, puisqu'ils sont hétérozygotes pour les deux caractères, ils vont donner 4 types de gamètes, 2 types de gamètes qui sont parentaux et 2 types qui sont recombinés. Eh bien, ceux qui sont parentaux, ils sont représentés par 71%, et ceux qui sont de type recombiné, ils sont représentés par 29%. Je dois indiquer une chose très importante à propos des gamètes de type parentaux et des gamètes de type recombiné. Alors, on peut donc avoir l'habitude de considérer que toujours lorsqu'on a dominant, récessif, on va dire que ce sont les gamètes des types parentaux. Et lorsqu'on a dominant, récessif, dominant, on va dire que c'est recombiné. Donc ça, c'est une règle, c'est faux en réalité, donc, parce que ce n'est pas une règle générale. Pourquoi? Parce que ça dépend du point de départ. Comme j'ai signalé il y a quelques instants que il n'y a rien n'empêche qu'à partir de la génération P, c'est-à-dire la génération, les deux lignées parentales, rien n'empêche que le chercheur, l'expérimentateur puisse partir de lignées qui sont pures avec P plus N et N P plus.
Hein. À ce moment-là, à ce niveau-là, donc dans la génération, les hybrides de F1, ils seront comment? Ils seront ici, par exemple, P plus N et P N plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Ceux qui sont doublement dominants ou bien doublement récessifs, ça serait les types recombinés et l'inverse pour les autres. Donc, il faut toujours partir de l'exercice dès le début. Si à partir des lignées parentales, on part avec des lignées dominant-dominant croisées avec récessif-récessif, à ce moment-là, on peut appliquer cette règle qui nous dit que si vous avez un double dominant ou bien un double récessif, ce sont les types parentaux. Et si vous avez une alternance dominant, récessif, récessif, dominant, ça serait recombiné. Mais ça dépend du point de départ. Donc, ce n'est pas une règle générale parce que ça dépend des données de l'exercice. Donc, comme j'ai dit, on peut partir de lignée pure dominant-dominant avec récessif-récessif ou bien dominant-récessif avec récessif-dominant. Donc, dans ce cas-là, on nous a donné donc le cas le plus simple. Et dans ce cas le plus simple, vous pouvez donc constater ici, vous avez le génotype des femelles de F1, c'est P plus N plus. Voilà, c'est très simple. P plus N plus avec Pn. Et vous avez bien sûr donc ici, lorsqu'on a donc chaque barre ici, ça représente un chromosome homologue. Donc lorsqu'il y a une séparation des chromosomes homologues au moment de la méiose sans aucun échange, pardon, eh bien on aura donc ce qu'on appelle les gamètes des types parentaux. Et lorsque on a des, 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 des chromatides affectés par le crossing over, et donc ces chromatides vont nous donner des gamètes des types recombinés. Et le pourcentage, bien sûr, c'est un pourcentage qui a été calculé à partir des données expérimentales, c'est-à-dire à partir du tableau qui présente le phénotype de la génération F'2. Après, au niveau de l'échiquier de croisement, je vais diviser 71 par 2 et je vais diviser 29 par 2. Donc c'est une sorte, j'ai un petit peu donc arrondi les chiffres. Eh bien, dans notre interprétation du deuxième croisement, donc ça c'est une première partie. Donc vous avez toujours première ligne, phénotype, génotype, réduction chromatique, réduction chromatique, les types de gamètes avec leurs proportions respectives. Et par la suite, ça va nous mener à notre tableau, à notre échiquier de croisement. Donc on est toujours, on n'a pas encore fini donc notre interprétation chromosomique parce que l'échiquier de croisement, donc ça fait partie de notre interprétation chromosomique. Eh bien, vous avez ici les gamètes femelles, les femelles de F1. Donc vous pouvez ici mettre par exemple gamètes femelles de F1 et les gamètes mâles qui sont des parents, donc c'est un backcross. Et vous avez ici donc 4 types de gamètes. Donc j'ai divisé pour les parentaux, j'ai divisé 71 par 2. Ça m'a donné donc 35%, 14,5%, 14,5. Et ici 100% parce qu'il s'agit des individus, des mâles double récessifs. Donc ils produisent double récessif, donc ils sont homozygotes pour les deux caractères héréditaires. Donc ils produisent un seul type de gamète, c'est-à-dire Pn, avec une proportion de 100%. Et comme vous pouvez le constater, dans un échiquier de croisement, c'est un tableau à double entrée. Vous avez la ligne principale, on a représenté ici les gamètes femelles des femelles de F1, et dans la colonne principale, on a représenté les gamètes des parents double récessifs. Et dans chaque case de ces deux lignes, on doit représenter donc deux informations. D'une part, les types de gamètes et d'autre part, le pourcentage ou bien la proportion qui peut être exprimée donc soit avec un pourcentage, soit avec une fraction. Mais lorsqu'il s'agit de gènes liés, il est préférable donc d'exprimer ces proportions avec des pourcentages parce que c'est très simple. Et dans les cases internes, dans notre échiquier de croisement, eh bien dans chaque case, on doit avoir trois informations, le génotype et le phénotype qui va en découler, et la proportion, ici donc, qui est exprimée en termes de pourcentage.
Si il s'agit par exemple d'une liaison au sexe pour un des deux caractères ou bien pour les deux, on doit présenter donc une quatrième information dans chaque case, c'est-à-dire on doit indiquer le sexe des individus en question. Mais ici, on a dit que c'est une transmission autosomique pour ces deux caractères qui sont liés, c'est-à-dire qui sont portés sur la même paire de chromosomes homologues. Et voilà, donc vous avez votre échiquier de croisement. Et il ne faut pas donc toujours, à propos du concept de l'interprétation chromosomique, ça ne se termine pas avec le tableau, avec l'échiquier de croisement, mais il faut présenter les résultats, c'est-à-dire on va extraire les résultats de ce tableau sous forme de phénotypes avec leurs proportions respectives, comme vous pouvez le constater ici. Et 14,5 plus 14,5, c'est 29%. Comme on va le voir, c'est ce qui va correspondre à la distance entre les deux locus respectifs des deux gènes. Voilà, donc vous avez ici l'échiquier de croisement, le résultat. Donc, lorsqu'on dit interprétation chromosomique, donc je répète, dans l'interprétation chromosomique, vous avez phénotype, génotype, réduction chromatique, gamètes avec leurs types respectifs et avec leurs types et leurs proportions respectives, puis l'échiquier de croisement, et puis on termine avec le résultat. Donc tout ça, ce sont les composantes d'une interprétation chromosomique. Eh bien, la quatrième et la dernière question, qu'est-ce qu'elle nous demande? La quatrième et la dernière question, elle nous demande deux choses. Calculer la distance entre les deux gènes étudiés, puis établissez la carte factorielle de ces deux gènes. Eh bien, donc, dans la réponse, on va trouver deux choses. D'une part, le calcul de la distance et d'autre part, la réalisation de la carte factorielle. D'après ce qu'on vient de voir, le pourcentage des phénotypes recombinés de F2, c'est 29%, il reflète la distance entre les deux locus respectifs des deux gènes. Eh bien, on va dire que, tout simplement, la distance, c'est 29 centimorgans. De cette distance, on va établir la carte factorielle. Eh bien, regardez ici encore une fois, je vais rappeler tout simplement qu'un schéma ne doit pas être vide. Un schéma doit comporter toutes les indications nécessaires. Ici, on a représenté deux points. Ça, bien sûr, donc c'est le chromosome. Cette barre-là, ça représente le chromosome. Hein, un des deux chromosomes homologues. Les deux points, ça représente les deux locus des deux gènes. Le premier point, c'est le gène P, qui peut, selon les individus, peut se présenter donc sous forme d'un allèle P+, ou bien d'allèle P, mais l'emplacement, le locus, c'est une histoire du gène, donc c'est le locus du gène. Mais l'allèle, il peut varier d'un individu à l'autre. Mais l'emplacement du locus du gène, il est commun pour tous les individus qui appartiennent à la même espèce. Donc toujours, il faut se poser la question, quels sont les problèmes qui sont liés au gène et quels sont les problèmes qui sont liés aux allèles. Donc l'emplacement, le locus du gène, c'est une histoire qui est en rapport avec le gène et le même locus il peut être occupé par des allèles différents selon les individus. Donc on parle ici de l'emplacement des locus des deux gènes. Alors le gène P plus P, qui est représenté par des allèles P plus P, donc il est situé là. Ici, vous avez donc N plus N, et la distance, c'est 29 centimorgans. Et ici, je vous ai fait tout simplement ici une petite règle, parce que généralement, on vous demande, on vous indique dans la question qu'il faut donc choisir une échelle donnée. Eh bien ici, j'ai choisi donc 1 cm pour 5 centimorgans. Eh bien, c'est ce qui m'a donné pour 29 centimorgans 5,8 cm. Donc, à chaque fois, dans votre dessin, donc vous allez utiliser votre double décimètre et pour choisir l'échelle qui va représenter la distance, et vous dites voilà,
voilà, telle échelle. Donc, vous devez indiquer l'échelle et vous devez indiquer la distance entre les deux locus respectifs de ces deux gènes. Eh bien, en réalité, c'est un exercice qui est vraiment classique. Il y a rien de particularité, donc, sauf quelques indications que j'ai mentionnées donc, tout à l'heure. Voilà, avec ça, donc, j'ai terminé ce troisième exercice de, de la partie, de la partie qui est donc en relation avec le raisonnement scientifique et l'expression écrite et graphique. Merci beaucoup, merci de votre attention et à une prochaine fois.